Bonjour à tous. Nous tenons dans un premier temps à remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir retenu notre communication. Nous sommes très contents tous les cas d'être ici. Nous, c'est-à-dire Philippe Millot, qui est maître de conférence à l'université Lyon 3, Séverine Wozniak, maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes, Cédric Millot, maître de conférence. Voilà, c'est l'émotion. Cédric Sarré, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle. Et moi-même, je suis Valérie Brault. Je suis Prague à l'université de Bordeaux et responsable de l'espace langue du DLC, un autre DLC, département des langues et cultures du Collège Sciences de l'Homme de l'Université de Bordeaux. Donc nous sommes tous les 4 enseignants et enseignants-chercheurs dans 4 universités au fonctionnement différent, mais qui sont impliqués toutes les 4 dans des enjeux de politique des langues, que ce soit au niveau d'établissements fusionnés ou au sein de communes. Donc de fait, nous nous intéressons aux langues de spécialité, à l'enseignement-apprentissage de l'anglais de spécialité dans le secteur LANSAD, que ce soit du point de vue institutionnel, en termes de politique linguistique, pédagogique, quelle formation en effet linguistique pour les enseignants, pour les linguistes de spécialité, et scientifiques, quelles recherches proposer et mettre en place. Donc ces aspects qui ont été déjà abordés au début de cette table ronde. Donc comme il a été dit, l'évaluation des compétences langagières est un enjeu majeur dans la mise en place d'une politique linguistique. Et pour conclure cette table ronde, nous souhaitons prendre du recul et placer la question de l'évaluation et de certification dans une perspective plus large qui est celle de l'accréditation. Et on peut s'inspirer, par exemple, des modèles, s'inspirer de ce qui se fait dans certaines écoles de commerce, écoles d'ingénieurs ou les masters internationaux, ça a déjà été un peu abordé. Donc la question qui se pose, c'est comment évoluer, comment mesurer la qualité des dispositifs d'enseignement-apprentissage des langues dans le secteur LANSAD, et est-ce qu'on peut considérer que l'évaluation du niveau de langue des étudiants est une mesure suffisante? Donc notre présentation... On a un petit problème technique. C'est plus au-delà du flou. Bref. Donc, simplement, notre présentation porte sur les langues de spécialité, qui constituent un objet scientifique et pédagogique légitime. Et pour preuve, vous ne le verrez peut-être pas bien, mais pour preuve l'existence, le dynamisme de revues spécialisées, dédiées aux langues de spécialité telles que ASP, English for Specific Purposes ou Academic Purposes, l'existence et le dynamisme d'une communauté structurée et plurilingue. J'en veux pour preuve des sociétés savantes telles que le GERAS pour l'anglais de spécialité, le GERES pour l'espagnol de spécialité, le GERALS pour l'allemand, j'en passe et des meilleurs, comme vous ne pouvez pas le voir sur cette présentation. L'existence aussi de congrès nationaux et internationaux, et l'existence de réseaux locaux au sein d'universités ou de communes qui se mettent en place. Alors c'est l'exemple à Lyon, par exemple à Grenoble ou évidemment à Bordeaux, mais ce n'est pas le seul. Et tous ces éléments permettent les échanges et la diffusion de bonnes pratiques dont nous avons eu un aperçu ce matin, et qui, nous le pensons, doivent être largement encouragés et diffusés. Je laisse ma parole. Oh, merci. Okay. Donc, merci Valérie. Donc, je vais éviter de redire des choses qui ont déjà été dites ce matin par rapport à ce qui était prévu. Donc effectivement, le premier point, c'était soutenir les bonnes pratiques au niveau local. C'est-à-dire qu'on se rend compte que concrètement, sur le terrain, il y a un fourmillement d'idées autour de l'enseignement des langues de spécialité. Donc forcément, on parle de l'anglais principalement dans la situation actuelle, mais également de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand sur les universités du nord-est de la France. Mais surtout ne pas standardiser, parce qu'on part des besoins. Et les besoins, ils sont vraiment particuliers, même parfois d'une formation à l'autre. Une EFR de droit vous dira typiquement qu'un besoin sur 2 masters peut être totalement différent en termes de compétences professionnelles à la sortie pour les étudiants, et donc de maîtrise de la compétence langagière en tant que composante de cette expertise et de ces compétences professionnelles. Donc, on avait déjà proposé, donc je vais revenir là-dessus rapidement, Valérie, s'il te plaît, la diapo d'après, sur comment on peut réfléchir à
une politique linguistique au niveau des établissements. Donc on parle des universités fusionnées, grandes écoles, et de tout ce qui va ressembler à des fédérations, c'est-à-dire des communes ou des fédérations d'établissements. Donc on avait proposé, à la suite d'une enquête qui avait été menée en 2015, on avait contacté 25 structures, donc c'était en amont de l'enquête qui a été présentée par Cédric tout à l'heure de la SAES, 25 responsables de structures LANSAD en France, pour voir un petit peu qu'est-ce qui marchait pas, selon leur expérience de terrain. Donc on avait proposé soit la fusée, soit la pyramide. Il y a deux possibilités pour ce schéma. C'est-à-dire qu'on avait réfléchi à où est-ce qu'on positionne tous les enseignements de langue en fonction de l'axe et du degré de spécialisation qui est nécessaire, en pensant que ça devait être adaptable à tous les contextes. Donc vous pouvez voir, je passe très rapidement, mais qu'on avait d'un côté considéré le niveau d'organisation, est-ce qu'on se place au niveau de la fédération, que ce soit l'université fusionnée, la commu, ou le grand établissement, ou l'école d'ingénieurs, ou la fédération d'écoles d'ingénieurs. Le grand secteur de formation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple, de cette commune, de cette université fusionnée, on va organiser généralement les STS d'un côté à l'SHS de l'autre, donc comment on s'organise, et la composante. Donc nous, on plaidait notamment pour laisser les anglicismes de spécialité dans les composantes. Bon, on est aussi à Paris 7, on peut parler des travaux de John Hambley, qui sont les premiers travaux qui ont été faits dans le domaine pour souligner le nécessaire lien entre le travail des linguistes de spécialité et des spécialistes du domaine dans les composantes. Je vais aller rapidement parce qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse trop le temps. Valérie, s'il te plaît, la diapo d'avant. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, alors le contexte institutionnel défini au niveau national, je ne reviens pas à ce qui a été dit sur l'arrêté de cet été, la loi de 2004 sur les compétences en licence. Je rappelle juste l'existence d'un certain nombre de rapports. Le dernier, c'est le rapport de septembre, Manès, Taylor, etc., dans lequel vous trouverez finalement l'idée de l'intégration de la compétence langagière dès l'enseignement primaire ou secondaire, puisqu'on dit que c'est vraiment important d'apprendre aux élèves que toutes les disciplines, finalement, ça peut se faire dans les langues et dans plusieurs langues, pas seulement en anglais. Donc, évidemment, pour nous, le plus utile, c'est le rapport LEMP de 2015 qui s'intéresse à la question de langue et employabilité, et notamment pour s'intéresser à l'insertion professionnelle des étudiants, et une fois de plus, pour considérer les cours de langue dans cet objectif global de comment construire et aider nos étudiants à construire des compétences professionnelles qui soient opérationnelles dès la sortie, que ce soit en licence professionnelle ou en master, pour ceux qui continuent jusqu'au master. Sur le contexte international, je vais passer également assez rapidement. Donc les enjeux mobilisés, on les a déjà soulignés. Les enjeux d'insertion, notamment de stage à l'international, on en a déjà parlé. Et également la question d'internationalisation des formations, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. L'exemple de Bordeaux, vous l'avez vu par ailleurs, j'imagine, est très en pointe sur cette question-là. Mais nous, comment est-ce qu'on peut opérer et développer une politique linguistique et accréditer les formations qu'on propose à nos étudiants dans ce grand contexte? Donc je passe la parole à Cédric. Alors, en termes de mesure de l'efficacité des politiques linguistiques, la tentation en secteur LANSAD pourrait être de détourner la mesure des compétences langagières des étudiants par le biais des tests et certifications standardisées pour justement mesurer par extension l'efficacité des politiques à l'échelle d'un établissement. Ces certifications et tests standardisés présentent en effet un certain nombre d'avantages, parmi lesquels le fait qu'ils apportent des réponses concrètes à certaines problématiques d'insertion professionnelle et académique. On peut ainsi citer le TOEIC, dont les entreprises sont encore très friandes, le TOEFL, qui est toujours demandé par les universités anglophones, ou encore le CLES, qui, pour un temps en tout cas, a été demandé pour la titularisation des futurs enseignants des premiers et second degrés. D'autre part, ces tests et certifications fournissent une mesure dite objective, en tout cas plus objective, et offrent une reconnaissance partagée de ce qu'ils mesurent, sachant que ce qu'ils mesurent sont des choses fort différentes si on compare par exemple un CLES et un TOEIC. Maintenant, ces tests et certifications présentent également des inconvénients non négligeables, parmi lesquels le fait qu'ils contribuent assez largement au tout anglais, dans la mesure où peu de certifications s'intéressent aux langues autres que l'anglais, le contre-exemple étant le CLES, dont on a parlé tout à l'heure, mais également le fait qu'ils représentent un coût non négligeable pour les étudiants, pour les établissements aussi, parfois.
mais surtout, le fait qu'ils sont le reflet d'une compétence souvent réductrice de la compétence en langue, qui n'est que très rarement suffisamment contextualisée pour mesurer véritablement ce que nous avons appelé la compétence à communiquer langagièrement en contexte spécialisé, dans une perspective d'insertion professionnelle digne de ce nom. Enfin, cette mesure est entièrement portée par l'étudiant, puisque elle opère au niveau de l'individu. Il apparaît donc pour nous, en tout cas, que le recours aux tests et certifications standardisées n'est pas suffisant pour mesurer la politique linguistique à l'échelle d'un établissement. Tout au plus peuvent-ils être considérés comme un indicateur parmi d'autres. La question est donc de savoir quelles mesures alternatives proposer pour mesurer ces politiques linguistiques. Donc on propose d'élargir en fait le débat, c'est-à-dire de déplacer le poids en fait de cette responsabilité par rapport à la formation en langue de l'étudiant sur l'institution. On pense que l'institution est responsable de la qualité de la formation des étudiants et je crois qu'on a eu de très beaux exemples aujourd'hui à travers le développement des CRL et les multiples initiatives qu'on peut voir. Donc si on fait en fait la synthèse de ce qu'on peut observer depuis à peu près 40 ans en fait d'activité du secteur Lansade, le secteur Lansade est né il n'y a pas si longtemps que ça finalement, eh bien, on peut dégager un certain nombre de critères qui relèvent finalement de bonnes pratiques qu'on va trouver dans la littérature. On a trouvé également à cette table ronde. Le premier, c'est l'existence d'une gouvernance linguistique. Donc là, je vous présente en fait le tableau d'une université idéale, enfin qui aurait en tout cas un secteur Lansade idéal. Cette université aurait d'abord une gouvernance linguistique avec un budget dédié au secteur Lansade, une coordination au niveau des actions, mais aussi au niveau de la réflexion. On aurait également un plan de formation qui accompagnerait les enseignants. On sait que le métier de linguiste de spécialité est un métier en évolution permanente et donc il faut accompagner les enseignants vers ces changements. Il faut également travailler au niveau de la formation initiale puisque, comme cela a été rappelé ce matin, beaucoup d'enseignants n'ont pas été formés à la langue de spécialité qui semble être l'objet naturel du secteur Lansade. Il faut également développer la variété de l'offre de langue pour chaque diplôme, mais une offre effective, c'est-à-dire pas une offre symbolique qui serait réservée à quelques-uns, mais travailler en partenariat avec les responsables de diplôme des disciplines concernées pour qu'ils ouvrent leur diplôme à d'autres langues. Et ça, c'est un travail de terrain très long. Les collègues très impliqués dans le secteur Lansade connaissent ça parfaitement. Un autre point qui nous semble important, c'est de travailler sur le contenu des formations, un contenu qui soit adapté finalement aux besoins des futurs diplômés. On a vu le cas des ingénieurs, par exemple. Évidemment, également des formations structurées, c'est-à-dire qu'il est évident que dans le maquettage des enseignements de langue, on doit avoir un maquettage qui correspond à l'acquisition des compétences en langue sur la base d'une progression relativement lente. Et sur ce point, il me semble que la licence et l'arrêté de licence va jouer un rôle fondamental pour cette structuration. On doit également travailler on peut également évaluer les dispositifs d'apprentissage à travers les CRL. Y a-t-il des CRL? L'autonomie des étudiants face à l'apprentissage est-elle développée? Un autre critère, le 7e critère, c'est la présence d'équipes enseignantes qui soient spécialistes de la langue de spécialité et pas seulement de simples intervenants. J'ai entendu le mot un peu ce matin, ça m'a fait un peu tiquer. Les enseignants qui enseignent dans le secteur n'interviennent pas. C'est une profession, en fait. C'est leur propre métier, ils le font à temps plein. Également, un critère important pour nous, pour une éventuelle accréditation des formations Lansade, c'est l'adossement à la recherche. Ça a été rappelé plusieurs fois ce matin. Une recherche qui, évidemment, soit pertinente pour le secteur Lansade. C'est-à-dire typiquement didactique des langues de spécialité, langue de spécialité. Enfin, c'est important, il y aurait peut-être un volet valorisation de la politique linguistique de l'établissement à travers l'organisation de congrès, de colloques, d'accueil des sociétés savantes, tout simplement. Et enfin, je terminerai par le dernier point que j'ai mis en bout de chaîne, parce que finalement, l'étudiant est en bout de chaîne quelque part dans ce système. C'est la valorisation des compétences acquises par les étudiants. Et là, je reprendrai les mots d'Annie qui nous disait tout à l'heure qu'il fallait rester pionnier. Donc il est important de ne pas trop standardiser ce côté-là et de laisser aussi aux établissements et aux équipes pédagogiques la liberté d'évaluer et d'attester les compétences de leurs étudiants. Voilà. Je vous remercie.